Il y a tellement de choses que j'aurais voulu pouvoir faire avec eux autres encore. Mais le sacrifice de faire ça, le prix était trop payé. Mais c'est sûr que tu as un peu ce sentiment-là d'abandonner des gens. C'est avec beaucoup d'émotion que Stephen Guilbeault a commenté hier soir pour la première fois sa démission en tant que ministre sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle. C'était le prix à payer, selon lui, pour être capable de se regarder tous les jours dans le miroir après l'annonce de l'entente conclue entre le gouvernement Carney et l'Alberta, une entente qui ouvre la porte à la construction d'un nouveau pipeline dans l'Ouest canadien. D'ailleurs, on a appris cet après-midi que c'est Mark Miller qui va remplacer Stephen Guilbeault comme ministre de la Culture et de l'Identité canadienne et ministre responsable des langues officielles, tandis que Joël Lightbound, lui, sera le nouveau lieutenant du Parti libéral au Québec. Avec nous pour discuter de tout ça, Stephen McKinnon, ministre fédéral des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes. Bonsoir, M. McKinnon. Bonsoir, M. Nathan. Votre réaction à cette entrevue hier soir, on a senti M. Guilbeault vraiment déchiré, là. Bien, nous avons tous du respect, un profond respect pour Stephen, ses convictions, sa feuille de route. Il a une feuille de route quand même très, très impressionnante et bien entendu, nous sommes très, très contents qu'il soit député au sein de notre caucus et il va continuer de militer pour le travail que fait le gouvernement, évidemment, pour qu'on continue d'accumuler un bon bilan en environnement. Oui, bien parlons de l'environnement, justement. Votre gouvernement a reculé sur plusieurs mesures clés. Êtes-vous 100 % à l'aise avec ça, vous? Bien, je ne suis pas nécessairement d'accord qu'on a reculé. Même, on pourrait lire dans le mémoire avec l'Alberta beaucoup d'avancées. Pour la première fois, le gouvernement de l'Alberta accepte une taxe industrielle sur le carbone à un niveau beaucoup plus élevé. On allonge l'énergie renouvelable avec les interconnexions à travers l'Ouest canadien. On construit et on envisage de construire de la génération électrique à même le nucléaire. Et pour la première fois, la séquestration de carbone, donc décarboner notre pétrole est aussi sur la table. C'est un investissement majeur. Donc, je ne suis pas sûr que je partage l'idée que ce soit un recul pour l'environnement. En même temps, nous avons des conditions très, très claires pour le développement d'infrastructures en énergie conventionnelle, ce qui inclut évidemment l'aval de la Colombie-Britannique et des Premières Nations. Vous avez quand même abandonné la taxe carbone dès votre entrée au pouvoir. On n'a pas remis d'incitatifs pour les véhicules électriques. Les mesures comme ça qui changent s'accumulent par rapport à l'ancien gouvernement. Avez-vous un peu sous-estimé peut-être l'importance de l'environnement, notamment pour les gens qui appuyaient beaucoup M. Guilbeault? Bien, encore une fois, je ne suis pas sûr que j'accepte la prémisse de la question. Je pense que nous sommes chefs de file dans le monde entier. Nous sommes signataires de l'accord de Paris. Nous travaillons encore à atteindre le net zéro avant 2050. Les objectifs et l'ambition environnementale du gouvernement n'ont pas changé. Les moyens pour y parvenir ont peut-être changé. Mais vous savez, M. Nadon, nous avons été élus pourquoi, au fond? Parce que nous sommes dans une guerre commerciale, nous sommes à une époque pivot de notre histoire et nous devons créer des opportunités pour nos jeunes, faire des projets majeurs et bâtir le Canada d'un océan à l'autre. Et c'est ce que nous allons faire via différents moyens, oui, il est certain, mais nous allons compléter notre mandat tout en respectant nos objectifs environnementaux. Là, est-ce qu'il y en a d'autres à l'interne, comme M. Guilbeault, des députés ou des ministres, selon vous, qui sont mal à l'aise, là, qui réfléchissent à quitter peut-être? Non. Aucun? Aucun. Bon, la réponse est claire. Je veux qu'on écoute un autre extrait concernant justement cette entente et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. M. Guilbeault avait ceci à dire hier soir. L'élection de Danielle Smith comme première ministre de l'Alberta, c'est incompréhensible. Mais pour des raisons essentiellement idéologiques, elle a mis en place un moratoire sur les énergies renouvelables en Alberta. C'est de la folie furieuse. Ouais. Puis nous, pour lui faire plaisir à cette dame-là qui ne sera jamais contente, parce que là, on a fait ça, puis là, on se donne 2-3 mois, puis elle va dire « j'en veux plus, puis j'en veux plus ». C'est pas un partenaire fiable.
Pas un partenaire fiable. Vous répondez quoi à ça? Est-ce que ça valait la peine, là, selon vous, de se rapprocher de l'Alberta concernant cette entente-là? Bien, signer un mémorandum avec Mme Smith n'est pas avaler toutes ses priorités ou ses politiques. Évidemment, on ne partage pas, et heureusement, la très grande majorité des provinces canadiennes ne partagent pas le point de vue ou les politiques de Mme Smith en matière d'énergie renouvelable. Nous sommes là pour développer les énergies renouvelables et peut-être l'item numéro 1 du budget, ce sont des crédits d'impôt disponibles notamment à Hydro-Québec pour le développement d'énergie renouvelable au Québec. Donc, des crédits remboursables à des sociétés d'État comme Hydro-Québec, c'est une première. Ça va faire en sorte que nous allons pouvoir procéder avec d'immenses développements en énergie renouvelable au Québec comme ailleurs au Canada. Et ça aussi, c'est une avancée majeure pour l'environnement. Là, je vais vous entendre sur un autre dossier qui retient l'attention aujourd'hui, le gouvernement qui réfléchit en ce moment à la possibilité de mettre fin au télétravail des fonctionnaires fédéraux. En ce moment, ils doivent se présenter 3 jours par semaine au travail, 4 jours possiblement l'été prochain, 5 jours en janvier 2027. Est-ce que vous confirmez que c'est à l'étude? Vous regardez ça sérieusement? Je présume que ce soit à l'étude. Je sais que le Conseil du Trésor, les fonctionnaires au Bureau des ressources humaines surveillent à peu près tout ce qui se passe dans les milieux de travail au Canada, en Amérique du Nord, dans les grandes banques, dans les autres paliers de gouvernement, les entreprises et j'en passe. J'ignore quelle sera leur conclusion. Je sais qu'il y a eu des textes de journalistes aujourd'hui. J'en sais pas plus que ça, mais je sais que lorsque les fonctionnaires auront pris une décision, ils vont le communiquer. Vous dites quoi aux fonctionnaires, justement? Il y en a beaucoup, entre autres dans votre circonscription Gatineau, mais un peu partout au pays, là, qui ont appris à travailler avec le télétravail et que là, ils vont peut-être se faire dire de retourner au bureau à temps plein. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a une tendance lourde dans la société en général, dans les entreprises, dans les autres paliers de gouvernement. On a vu M. Ford, on a vu la Ville d'Ottawa, les grandes banques. Donc, il y a évidemment une tendance vers le retour au bureau. Le gouvernement du Canada probablement va suivre cette tendance-là. Les détails, je vais laisser ça aux experts et aux gens qui font les études en profondeur d'en faire état. Mais il est certain que le 3 jours par semaine, ça a une incidence sur les jeunes travailleurs, une incidence sur le travail d'équipe. Ce sont des conséquences. Évidemment, il y a des bienfaits aussi. Ça, on ne peut pas les ignorer. Le télétravail fera en quelque sorte partie du décor de façon permanente, mais reste à voir quelles seront les conclusions de ceux des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui étudient la situation et qui sont au Conseil du Trésor. McKinnon, ministre fédéral des Transports, leader du gouvernement aux communes. Merci beaucoup, M. McKinnon. Je vous en prie.